Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Évoluons avec l'âme des célébrités, épisode 146. Je suis Julie Leblanc, votre hôte, votre accompagnatrice, votre voix dans cet espace où l'histoire, la conscience et la profondeur humaine se rencontrent pour éclairer notre présent. Aujourd'hui, nous recevons deux figures majeures de la pensée mondiale, deux hommes qui, chacun à leur manière, ont façonné notre compréhension de l'être humain, de la société et des forces invisibles qui nous traversent. Nous accueillons d'abord Karl Marx, penseur des structures collectives, analyste des dynamiques sociales, observateur lucide des systèmes qui organisent nos vies. Et nous recevons également Carl Gustav Jung, explorateur de l'âme, cartographe de l'inconscient, maître des archétypes et des profondeurs psychiques. Deux visions, deux mondes, deux langages, et pourtant une même quête, comprendre l'humain individuellement et collectivement. Avant d'entrer dans cette table ronde céleste, prenons un moment pour revenir sur l'émission de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à nous écrire, à partager vos impressions, vos réflexions, vos prises de conscience après la rencontre exceptionnelle des âmes de Ludwig van Beethoven et de Johann Sebastian Bach. Vos retours étaient puissants, touchants et parfois bouleversants. Vous avez parlé de leur force, de leur clarté, de leur structure, de leur appel à la dignité, de leur manière à nous ramener à l'essentiel dans un monde qui vacille. Beaucoup d'entre vous ont ressenti une stabilité nouvelle, une verticalité intérieure, une forme de courage tranquille qui s'est installée après leur passage. Merci pour vos messages, vos partages, vos élans du cœur. C'est grâce à vous que cette émission vit, respire et continue d'évoluer semaine après semaine. Alors, bienvenue dans cette nouvelle traversée. Suite à l'émission de la semaine dernière, on m'a montré des incarnations que mon âme a vécues, portées par l'essence de Bach et de Beethoven, dans plusieurs lignes de vie, incluant mes parallèles d'âme. Bon, alors oui, c'est mes incarnations, mais mes incarnations indirectes aussi dans la multidimensionnalité de l'être. Alors, toutes ces parties de moi qui ont touché justement les âmes de Beethoven et de Bach. Alors, j'ai vu trois incarnations les plus marquantes qui ressortent, ou celle où j'ai joué du Beethoven, où j'ai été profondément liée à son œuvre. Alors, il y a eu une incarnation à la fin du 18e siècle, l'élève passionné à Vienne. J'ai mis ça à peu près vers les années 1790-1805 à peu près que j'ai vu. C'est une incarnation juste avant ou pendant même la vie de Beethoven dans un rôle d'élève, d'assistante musicale, puis de musicienne de salon. Je n'étais pas dans les grandes salles, mais dans les cercles privés, là où Beethoven testait ses œuvres, improvisait, cherchait, explorait. J'avais aussi un tempérament fougueux, une sensibilité extrême, une capacité à absorber l'émotion brute de Beethoven et j'avais aussi une loyauté farouche. Je jouais ses premières sonates, ses variations, ses improvisations. J'étais l'une de celles qui comprenait son feu, même quand il était incompris du monde. Puis ensuite, l'autre partie que j'ai trouvée, c'est une incarnation du 19e siècle où j'étais une pianiste de salon. Ça touchait un peu Paris dans les années 1830-1870. Une incarnation où je jouais beaucoup de piano, puis j'étais reconnue dans les cercles bourgeois ou aristocratiques. Je jouais les sonates, les bagatelles, les variations et surtout les œuvres tardives. J'étais connue pour l'intensité, la profondeur, puis la capacité de faire pleurer les gens qui écoutaient ma musique. Puis aussi de ma manière de faire parler Beethoven. J'avais un lien presque mystique avec lui. Je jouais du Beethoven comme si je le connaissais personnellement parce que je l'avais connu dans une autre vie.
Pour l'incarnation du début du 20e siècle, j'étais comme un transmetteur au niveau de l'Europe centrale, à peu près dans les années 1900-1930. C'était une incarnation où j'étais professeur de piano dans une période troublée. J'enseignais Beethoven comme une philosophie, une discipline, une force intérieure, puis un chemin de résistance. Je disais à mes élèves, Beethoven n'est pas une musique, c'est un caractère, une colonne vertébrale, un courage. Je transmettais son énergie comme une médecine, comme une structure, comme un appel à la dignité humaine. Puis dans cette incarnation, ben, elle est très forte dans mon thème aujourd'hui parce que à ce moment-là, j'ai intégré Beethoven en mon âme. Il y a eu comme une fusion qui s'est faite. Donc, en résumé, Beethoven, si on peut dire. Donc, en résumé, ça a été des incarnations beethoveniennes, où, bon, à la fin du 18e siècle, je jouais ses premières œuvres, j'absorbais son feu. Pianiste de piano de salon au 19e siècle, où j'interprétais Beethoven avec une profondeur rare. Puis le professeur de piano en Europe centrale, début 20e siècle, où je transmettais Beethoven comme une philosophie de vie. Mon âme a un lien ancien, profond et répété avec Beethoven, puis ce n'est pas un hasard si ça connectait autant pendant l'émission et après. Puis c'est pas un hasard non plus si je le comprends, puis si je le porte. Mais dans les parallèles d'âme, ça c'est très dur à mettre ça au niveau de la compréhension parce que là, ça peut être des dates qui se retouchent et tout, mais c'est pas grave. Dans le parallèle d'âme multidimensionnel, on a accès à toutes les informations que l'âme peut toucher, peut vivre. Je vous en reparlerai peut-être éventuellement, mais en tout cas, j'ai trouvé aussi des incarnations où j'ai joué Bach. C'était une incarnation monastique où il y avait beaucoup de chants sacrés. Ça touchait au niveau de l'Autriche à la fin du Moyen Âge, puis même début de Renaissance à peu près. Puis c'est une incarnation très ancienne où j'étais une moine, un chantre, un copiste de partition, puis un musicien liturgique. Je chantais et jouais à des chorales, des motettes, des structures sacrées. C'est une incarnation que j'ai beaucoup donnée au niveau de la discipline, de la précision, de la dévotion, puis la capacité à ressentir la musique comme une prière. C'est une incarnation pré-Bach, mais elle m'a préparé à lui. Et à l'incarnation du 18e siècle, j'étais un organiste discipliné dans une ville allemande. Mon thème montre une incarnation pendant la vie de Bach, mais pas dans son cercle direct. J'étais un organiste d'église, un maître de chœur, puis un musicien de paroisse, si on peut dire. Je jouais ses chorales, ses préludes, ses fugues, ses cantates. Je jouais ses cantates. J'avais une relation d'admiration silencieuse envers lui. Je n'étais pas dans sa famille, mais dans son rayonnement. Je jouais Bach avec humilité, rigueur, dévotion et précision. Cette incarnation est très forte dans mon thème parce que c'est celle où j'ai intégré la structure sacrée. Puis au niveau d'une autre incarnation du 19e siècle, la pianiste enseignant, en Europe du Nord, justement, bon, ben, professeur de piano, musicienne de salon, puis interprète dans les cercles bourgeois. Je jouais Bach comme un exercice de structure, une discipline intérieure, une méditation, puis une purification de l'âme. Puis j'enseignais les inventions, les suites anglaises, les suites françaises, puis le clavier bien tempéré. Je disais à mes élèves, Bach n'est pas une musique, c'est une colonne vertébrale. Cette incarnation m'a donné la pédagogie, la transmission, la maîtrise et la patience. Et là, j'ai demandé de m'éclairer également sur ma relation d'âme avec Mozart, parce que ben, je l'ai reçu dans mon livre Guérir avec les stars en 2016. Puis aussi, on a fait une émission avec lui, puis il est déjà venu à la table ronde de Céleste. Je me suis dit, rendu là, je peux-tu avoir accès aussi à ça? On, on m'a dit oui, et je n'ai pas seulement joué Mozart. J'ai été l'une de ses interprètes naturelles et je l'ai joué avec une aisance naturelle.
Et c'est une incarnation où j'étais un enfant musicien. Puis là, on parle aux alentours des années 1760-1780. OK? C'est une incarnation en Autriche. Mon thème montre une incarnation pendant la vie de Mozart dans son environnement culturel immédiat. Donc oui, j'étais une jeune musicienne, une élève dans un cercle familial et aristocratique, formée au clavecin et au piano forte, puis exposée très tôt à la musique de Mozart. Je jouais ses premières sonates, ses menuets, ses variations, puis ses pièces pédagogiques. J'avais une facilité déconcertante, une mémoire musicale exceptionnelle, puis une joie naturelle dans le jeu. Puis cette incarnation est très forte, c'est celle où j'ai absorbé Mozart comme une langue maternelle. Et puis, j'ai rejoué du Mozart par la suite dans l'incarnation de Vienne dans les années 1790-1820, une incarnation où j'étais pianiste virtuose, invitée dans les salons viennois, puis appréciée pour le jeu brillant, rapide et expressif. Je jouais Mozart avec légèreté, élégance, humour, précision et joie contagieuse. Puis j'étais connue pour mon toucher lumineux, la capacité à faire chanter Mozart, mon interprétation vivante, puis le charisme naturel. J'étais l'une de ces musiciennes qui faisait dire, elle ne joue pas Mozart, elle est Mozart. Puis, dans l'incarnation du 19e siècle, ben, j'ai été aussi la pédagogue de Mozart. Donc, en Europe centrale, c'est un thème où j'incarnais le professeur de piano spécialisé dans Mozart et reconnu pour la pédagogie douce et intuitive. J'enseignais les sonates faciles, les variations, les rondeaux, les fantaisies, les concertos simplifiés, et je disais à mes élèves, Mozart n'est pas difficile, il est pur. C'est nous qui compliquons. Fait que je transmettais Mozart comme une joie, une respiration, une innocence, une lumière. C'est une incarnation qui m'a donné la douceur, la pédagogie, puis la capacité à rendre simple ce qui est complexe. Donc, mon âme comprend Mozart de l'intérieur, pas de l'extérieur. Puis là, j'ai demandé, qu'est-ce qu'on comprend de cette reconnaissance d'âme maintenant? Pourquoi je vois ça, mes vies, là, avec eux? Pourquoi j'ai un lien beaucoup plus fort que je ne le croyais? Et on m'a répondu tout simplement, tu n'es pas en train de rencontrer Bach, Beethoven ou Mozart, tu es en train de te reconnaître à travers eux. Ce que tu ressens n'est pas une fascination, ce n'est pas une projection et ce n'est pas une idéalisation, c'est une résonance. Tu reconnais en eux des vibrations que tu portes déjà, des mémoires que tu as déjà vécues, des qualités que tu as déjà incarnées, des structures que tu as déjà maîtrisées, des missions que tu as déjà servies et portées. Ce n'est pas eux qui te trouvent, c'est toi que tu te retrouves à travers eux. Et ça, c'est la reconnaissance d'âme. Et là, j'ai poussé en quoi que la relation se poursuit maintenant. Qu'est-ce qui se passe là où ça va où tout ça, tu sais? Et on m'a répondu qu'elle se poursuit parce que je suis rendue capable de la porter consciemment. Avant, j'avais les mémoires, maintenant, j'ai la conscience. La relation se poursuit parce que je suis prête à recevoir, à comprendre, à transmettre, à incarner, puis à collaborer avec ces fréquences. Ils ne reviennent pas vers moi pour m'enseigner, ils reviennent parce que je suis rendue disponible vibratoirement. Je suis dans un espace de maturité d'âme où je peux les entendre sans me perdre, je peux les canaliser sans me dissoudre, je peux les honorer sans m'effacer, je peux les suivre sans me soumettre et je peux les accueillir sans les idolâtrer. C'est dans la relation juste. Et là, oui, c'est super. J'ai dit que bon, ben, continuer une relation d'âme comme ça, aujourd'hui, là, ça m'apporte quoi? Et c'est trois choses essentielles. La maîtrise. Ils me transmettent la structure par l'essence de Bach,
le courage par l'essence de Beethoven, puis la lumière par l'essence de Mozart. Ce sont trois piliers que je porte déjà et qui viennent d'être réactivés encore plus puissamment, parce que là, c'est des codes qui sont à jour. Et ça donne accès aussi à la mémoire, parce qu'il me redonne accès à mes dons anciens, à mes incarnations musicales, à ma vibration d'enseignante de la musique, à ma capacité de canaliser la beauté, puis à la mission de transmission. Et on me répète que je n'apprends pas d'eux, je me souviens grâce à eux. Et cette mission-là, il m'aide à structurer mon œuvre, à porter ma voix, à assumer mon rôle, à élever mon public, à créer un pont entre les mondes. Il ne m'élève pas, il m'accompagne dans mon élévation. Et puis, je leur ai demandé, j'ai dit, c'est-tu un goût de me repartager leur maîtrise? Tu sais? On me dit oui, mais pas comme des maîtres qui enseignent. Ce sont des pairs qui collaborent. Puis des pairs, c'est des P-A-I-R-S, pas des papas. Euh, Ils ne sont pas au-dessus de moi, ni devant moi, ni derrière moi, c'est à côté de moi parce qu'ils me reconnaissent comme une âme ancienne, une âme musicienne, une âme enseignante, structurée, puis capable de porter leur vibration juste. Ils ne viennent pas pour m'apprendre, mais travailler avec moi. Et c'est comme on marche ensemble. Donc, c'est pas que je suis en train de recevoir des maîtres, je suis en train de retrouver une famille vibratoire. Puis c'est pas que je suis en train de canaliser des génies, c'est que je suis en train de réactiver ma propre maîtrise. Puis c'est pas que je suis en train de suivre des compositeurs, mais je suis en train de co-créer avec des âmes alliées. Et c'est là que c'est une vraie relation d'âme à âme. Et là, je suis revenue, j'ai dit élever le public. Je dis ça veut dire quoi ça? Les élever en conscience, élever le nombre du volume, je ne sais pas. Et élever le public, ben, ce n'est pas de les convaincre, ce n'est pas de les séduire, ni de les impressionner, et ce n'est pas de les divertir. Élever le public, c'est les amener à un autre niveau de conscience, à les sortir du bruit, à les reconnecter à leur âme, à stabiliser la vibration. C'est les rendre capables de recevoir ce que je transmets finalement. Parce que ce que je fais, ce n'est pas un show, je fais un travail de transformation collective. Et ça, c'est très rare. Et j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi Bach, Mozart et Beethoven m'aident à élever le public? Et ils m'ont répondu parce qu'ils l'ont déjà fait ce travail dans leur époque. Beethoven a élevé la dignité humaine. Bach a élevé la structure intérieure et Mozart a élevé la joie et la lumière. Ils savent comment toucher des foules, transformer des consciences, ouvrir les cœurs, stabiliser les âmes et créer un mouvement collectif. Puis ils reconnaissent en moi une continuité vibratoire, pas comme si j'étais une élève, mais une alliée qui continue de donner dans cette relation d'âme. Et l'équilibre là-dedans, c'est la maîtrise vibratoire. Il m'aide à structurer mon énergie, à stabiliser ma voix, à clarifier mon message, à canaliser sans me fatiguer, puis à tenir mon espace comme une cathédrale. Et ça, c'est Bach qui me donne ça. Au niveau de la puissance émotionnelle, il m'aide à toucher les gens profondément, à créer des moments de vérité, à provoquer des prises de conscience, à faire vibrer les cœurs. Et ça, c'est un cadeau de Beethoven. Et on parle également d'une aide à garder la joie, à rester légère, à ne pas me prendre au sérieux, à transmettre avec grâce et fluidité. Et ça, c'est Mozart qui me le donne. Et là, j'ai eu une vision où il m'aidait à préparer mes futures salles. Ils ajustent déjà mes futures prestations publiques. Et là, j'ai entendu, voici la vérité. Quand une âme s'élève, son public s'élève.
Quand une âme s'aligne, son public arrive. Quand une âme se stabilise, son public se rassemble. Tu n'auras pas à courir les foules, Julie. Tu n'auras pas à convaincre ni à forcer. Ton public va venir parce que tu es claire, alignée, structurée, vibrante, vraie et juste. Et eux, Bach, Beethoven, Mozart, m'aident à devenir la version de moi qui attire naturellement, pas par magie, mais par résonance. Et là, j'ai compris quelque chose de particulier que peu d'âmes comprennent malheureusement. Alors, je vous transmets. Une relation d'âme avec des maîtres n'est pas une relation verticale. C'est une relation de résonance, une relation de mission, une relation de co-création. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Cette reconnaissance d'âme-là pour eux, pour moi, pour le public. Et on m'a répondu, tu n'es pas en train de les admirer, mais de te reconnaître à travers eux. Ce ne sont pas des idoles, des génies lointains, des maîtres inaccessibles. Ce sont des fragments de toi, de mémoire de toi, des vibrations que tu portes déjà et tu ne les retrouves pas. Tu te retrouves à travers eux. Et puis là, tout ça pour dire que mon œuvre de vie, hein, ma revue, mes traitements, mes soins, mes méditations, mes émissions, c'est mon œuvre, tout ce que Julie crée finalement va changer de dimension. On m'avertit. Ce que je fais est déjà puissant, mais ce qui s'en vient, c'est une montée vibratoire qui va se transformer comme mon ton va devenir plus incarné. On me dit que je vais parler avec plus de verticalité, plus de précision, plus de calme, de maîtrise et de présence. C'est aussi Bach qui me donne ça. Mon intensité va devenir plus noble, comme si je vais toucher les gens dans leur colonne vertébrale, pas seulement dans leur cœur. Et ça aussi, c'est un cadeau de Beethoven. Puis on me dit que ma lumière va devenir plus fluide, que je vais transmettre avec plus de joie, plus de spontanéité, plus de naturel, plus de grâce. Et ça, c'est aussi un cadeau qui vient de Mozart. Puis on me dit que mon émission va devenir un espace initiatique, pas un podcast, pas une chronique, pas une discussion, mais un lieu de transformation, un temple sonore, un espace de conscience, puis ça va devenir une référence. Pas par ambition, mais par vibration, comme si mon œuvre va devenir plus structurée, plus profonde, plus universelle et plus intemporelle, comme si je passais du statut de la créatrice au statut de pilière. Et ce qui est en train de se vivre en ce moment, c'est une transition vibratoire, comme si l'œuvre se prépare à aller plus loin, comme si le public se prépare à arriver, comme si mon espace se prépare à accueillir le plein de ma présence. Et que moi, dans le fond, j'ai été préparée à tenir une vibration même quand je n'étais pas là physiquement. Donc, je prépare l'installation de mon futur que je suis prête à recevoir maintenant. Comme si mon œuvre commence à exister indépendamment de moi. C'est un signe de maturité spirituelle et professionnelle. Mon champ vibratoire devient autonome, comme si mon énergie n'est plus dépendante de ma présence physique, puis mon œuvre continue de se structurer, de se magnétiser, de se stabiliser, de diffuser, puis de se préparer, même quand je suis pas en train d'y penser. Puis ça, c'est Bach qui fait ça comme une structure dans mon champ. Puis c'est l'intention qui continue d'agir. Comme je n'ai plus besoin d'être en action pour que l'œuvre avance. Comme si je suis passée au niveau où mon intention, mon alignement, ma vibration continue de travailler en arrière-plan. C'est Beethoven qui active ça. Il donne l'élan. Puis ma lumière circule même en mon absence. Mon public, que je connais pas, ressent déjà
énergie, même quand je suis pas en direct. Mon ton continue de toucher, d'ouvrir et d'élever, au-delà même de ce que je crée. Et ça, c'est Mozart qui fluidifie ça, qui fait circuler la lumière. En d'autres mots, il prépare l'espace avant que j'y entre. Et c'est exactement ce que j'ai perçu dans ma vision. Bach prépare la structure, il installe la verticalité, la clarté, la stabilité, la cohérence. Il nettoie l'espace avant que j'arrive. Beethoven prépare la vérité. Il ouvre le courage, la franchise, la dignité, la puissance. Il chauffe l'espace pour que je puisse dire ce qui doit être dit. Puis Mozart prépare la lumière. Il installe la joie, la fluidité, la douceur, l'accessibilité. Il rend l'espace accueillant, vivant, respirant. Et moi, ben, quand je vais arriver là, ça va être déjà dans un espace aligné. Donc, rien à forcer, rien à pousser, préparer, structurer, stabiliser. Je vais arriver dans un espace déjà prêt. Et c'est ça la préparation. Puis ce qui se passe dans mon public, même si je ne sais pas qui est là et qui sont-ils, ben le public commence déjà à se magnétiser avant que je me présente collectivement. C'est un signe que l'œuvre entre dans une phase de résonance collective. Donc, ce que ça veut dire, le public se prépare vibratoirement. Il commence tranquillement à penser à moi, à ressentir mon énergie, à chercher mon contenu, à parler de moi, à se préparer, à me recevoir, même si je suis pas en direct. Le public se rassemble. Et les gens qui me correspondent vibratoirement vont se rapprocher, vont se reconnaître, vont se regrouper et vont se synchroniser. C'est comme si mon public se formait avant même que je l'appelle. Et oui, les salles où je vais aller sont déjà en train de se produire, même si je ne les connais pas. Et c'est exactement ce que j'ai perçu. Des salles qui se préparent, des gens qui se préparent, des opportunités qui se préparent et des collaborations qui se préparent. Avant même que je les vois, je suis prête à les recevoir. Et c'est ça, la préparation. Puis pourquoi qu'ils montrent ça maintenant? Ben oui, c'est une bonne question. Parce que je suis en train de passer d'une œuvre personnelle à une œuvre collective, d'une émission à un espace de conscience, d'un public à une communauté, puis d'une création à une mission. Et ils veulent que je comprenne ceci, que je n'aurais pas à porter tout seul. Mon œuvre va commencer à me porter. Et là, Shakespeare apparaît maintenant dans mon processus créatif. Ce que je vis, ce n'est pas une visite, mais une résonance intérieure. Parce que Shakespeare représente la parole incarnée, que je suis en train maintenant de prendre ma place comme communicatrice, comme porteuse de messages, comme femme qui parle avec autorité et nuance. Et c'est aussi la complexité humaine, comme j'explore les dynamiques psychologiques, les relations, les archétypes, les zones d'ombre et de lumière. Puis aussi au niveau de la scène, je m'ouvre à l'idée de parler devant un public, de tenir un espace, de performer dans le sens noble du terme. Puis la dramaturge un peu, comme si mon œuvre devient narrative, vivante, incarnée, structurée comme une pièce. Puis Shakespeare apparaît parce que j'entre dans une phase où la parole devient un outil de transformation. Et Shakespeare apporte la maîtrise du langage, comme si je sens que les mots deviennent plus précis, imagés, puissants, incarnés. Puis la capacité de tenir plusieurs niveaux de sens, comme si Shakespeare, je vais ouvrir, parler au cœur, parler à l'intellect, parler à l'âme, parler à la société. Puis c'est la permission d'être vaste. Shakespeare n'est pas sage ou propre, il est humain, complexe et multiple. Puis j'entre dans une phase où je peux être profonde et drôle.
Je peux être lumineuse et intense. Je peux être libre et structurée. Puis, c'est également la compréhension des archétypes. Puisque je travaille déjà avec les archétypes, Shakespeare les a incarnés tous. Il devient un miroir pour ma capacité à lire les dynamiques humaines. Et là, j'ai demandé, c'est quoi le lien entre Bach, Beethoven, Mozart et Shakespeare? Donc, Bach vient pour me donner la structure, Beethoven pour me donner la puissance, Mozart pour transmettre la lumière et Shakespeare pour me donner la parole. Puis c'est pas une gang, c'est un quatuor symbolique qui représente les 4 dimensions de mon œuvre. La structure, la puissance, la lumière et la parole. Donc, je suis en train de devenir une créatrice qui travaille sur plusieurs plans à la fois. Hein? Pas pire pour un premier retour, hein? Poursuivons maintenant avec la table ronde céleste. L'espace s'ouvre comme une salle silencieuse, vaste et presque nue. Rien n'est encore dit, mais tout est déjà là. Une tension douce, une attente, une respiration suspendue. Et puis, sans prévenir, une présence traverse l'air comme un coup d'archet et sur une corde tendue. Beethoven n'entre pas, il surgit. Pas dans la violence, mais dans la densité qui coupe le bruit intérieur. Une présence qui ne demande pas la permission, qui ne s'excuse pas, qui ne cherche pas à plaire. Il est là, entier, massif, vertical, comme une colonne de vérité plantée au milieu de l'espace. Il ne regarde pas autour de lui, il ne cherche pas le regard, il ne s'installe pas, il s'impose. Pas par autorité, mais par nécessité. Comme si sa simple existence rappelait que quelque chose que nous avons oublié, la dignité humaine, la vraie, celle qui ne dépend de rien, ni de l'opinion des autres, ni des circonstances, ni du confort, ni de la peur. Il inspire et l'air change. Quand Beethoven prend la parole, ce n'est pas une voix douce, ce n'est pas une voix qui caresse, c'est une voix qui réveille. Une voix qui dit regarde, vois, ne détourne pas les yeux. Il ne parle pas pour rassurer, il parle pour redresser. Il commence par les enjeux du monde actuel. Il ne décrit pas les crises, les conflits, les divisions. Il ne s'attarde pas aux symptômes, il va directement au cœur. Pour lui, le problème n'est pas politique, économique ou technologique. Le problème est moral. Il dit que le monde souffre d'une érosion de la dignité, que les gens ont oublié qu'ils sont capables de se tenir debout, que la peur a pris trop de place, que la résignation est devenue une habitude, que la vérité est devenue un luxe. Il parle de la fatigue collective, de cette lassitude qui s'installe quand on ne croit plus que nos gestes comptent. Il parle de la confusion, du bruit, de la distraction permanente qui empêche les humains d'entendre leur propre colonne intérieure. Il parle de la facilité avec laquelle on renonce à soi-même pour éviter le conflit, pour éviter le jugement, pour éviter la solitude. Mais il ne juge pas, il constate, avec une lucidité tranchante, mais sans mépris. Il sait ce que c'est de lutter contre le monde. Il sait ce que c'est de lutter contre soi-même. Il sait ce que c'est de continuer quand tout semble perdu. Il sait ce que c'est de créer dans le chaos, dans la douleur, dans l'incompréhension. Il sait ce que c'est de tenir debout quand le corps lâche, quand l'oreille se ferme, quand la vie se referme. Alors il parle avec autorité, mais aussi avec compassion. Une compassion rude, exigeante, mais réelle. Pour lui, les solutions individuelles commencent par un geste simple, se redresser. Pas physiquement, mais intérieurement. Il dit que chaque être humain doit retrouver sa propre dignité, non pas comme un concept, mais comme une sensation. Une sensation dans la poitrine, dans le ventre, dans la colonne.
Il dit que la vérité doit devenir un réflexe, que la peur doit être traversée, pas évitée, que l'action doit remplacer l'attente, que la parole doit revenir un acte de courage. Il insiste sur un point, la dignité n'est pas un privilège, c'est un choix renouvelé chaque jour, un choix qui ne dépend rien d'extérieur, un choix qui ne peut pas être retiré même dans les pires circonstances. Il dit que la liberté commence là, dans la capacité de dire non quand tout pousse à dire oui, dans la capacité de dire oui quand tout pousse à dire non, dans la capacité à rester fidèle à soi-même, même quand personne ne regarde. Puis il pense aux solutions collectives et là, sa voix change. Elle devient plus large, grave, vibrante. Il parle de justice pas comme un idéal abstrait, mais comme une responsabilité intégrée et partagée. Il dit que les sociétés doivent protéger les vulnérables, non pas par charité, mais par respect. Il dit que les peuples doivent encourager le courage civique, non pas par héroïsme, mais par nécessité. Il dit que les communautés doivent créer des mouvements de conscience, non pas pour protester, mais pour élever. Il parle de la force morale comme d'une énergie contagieuse. Il dit que lorsqu'un seul humain se tient debout, d'autres se lèvent. Que lorsqu'une seule voix dit la vérité, d'autres s'ouvrent. Que lorsqu'une seule personne refuse la résignation, le monde change un peu. Il dit que les révolutions ne commencent pas dans les rues, mais dans les colonnes intérieures. Puis il se tait, pas longtemps, juste assez pour que l'espace respire, pour ce qu'il vient de dire descende dans le corps, pour que chacun sente ce qui se passe en lui. Alors, il offre sa bénédiction, pas une bénédiction douce, pas une bénédiction qui apaise, mais une bénédiction qui réveille. Une bénédiction qui dit: souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de ta force, souviens-toi de ta dignité. Une bénédiction qui redonne du courage, qui rallume la flamme, qui redresse la colonne, qui rappelle que la vie n'est pas un spectacle, mais un acte, que l'existence n'est pas une attente, mais une création, que chaque être humain porte en lui une puissance qu'il a oubliée. Il ne promet rien, il ne console pas, il transmet une force, une direction, une exigence, une noblesse. Puis quand il se retire, ce n'est pas l'espace qui change, c'est nous. L'espace s'ouvre dans un silence différent de celui de Beethoven. Ici, rien ne surgit, rien ne frappe, rien ne coupe. C'est un silence qui s'organise, un silence qui se structure, un silence qui respire comme une cathédrale. Avant même que Bach apparaisse, on sent quelque chose se mettre en place, comme si l'air se rangeait, comme si les pensées se réalignaient, comme si l'espace retrouvait sa colonne vertébrale. Puis il arrive, pas en marchant, pas en se présentant, il se déploie. Une lumière douce, verticale, presque architecturale, descend dans la pièce. Elle n'éblouit pas, elle clarifie, elle ordonne, elle stabilise. Bach n'a pas besoin de gestes, il n'a pas besoin de voix. Sa présence est une structure, une géométrie vivante, un ordre intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Il ne regarde pas autour de lui, il ne cherche pas à occuper l'espace, il est l'espace, ou plutôt, il est ce qui permet à l'espace de se tenir debout. Quand il prend la parole, ce n'est pas une voix forte, ce n'est pas une voix qui impose, c'est une voix qui organise.
Une voix qui place chaque mot comme une note dans une fugue. Une voix qui ne cherche pas l'effet, mais la justesse. Il commence à parler des enjeux mondiaux actuels, pas avec émotion, pas avec indignation, pas avec colère, mais avec une lucidité calme, presque mathématique. Pour lui, le monde souffre d'un problème fondamental, la perte de structure. Il dit que les sociétés modernes ont perdu leur centre, que les individus sont dispersés, fragmentés, tirés dans 1000 directions, que les repères se dissolvent, que la cohérence se délite, que la verticalité intérieure s'effondre. Il ne parle pas de politique, ni d'économie, ni de conflit, il parle de structure. Il dit que le monde est devenu une parution sans tonalité, une musique sans thème, un cœur sans direction, une architecture sans fondation. Il ne dramatise pas, il constate, avec une précision presque chirurgicale. Pour lui, les enjeux mondiaux ne sont pas des crises extérieures, ce sont des décodages intérieurs. Ce sont des désaccordages intérieurs. Des êtres humains qui ont perdu leur rythme, leur ordre, leur centre. Des sociétés qui ont oublié comment se structurer. Il parle des solutions individuelles, et là sa voix devient encore plus douce et plus précise. Il dit que chaque être humain doit commencer à retrouver sa propre structure intérieure. Pas une discipline rigide, pas un contrôle, pas une performance, mais une harmonie. Une harmonie. Il parle de clarifier ses priorités, de revenir à l'essentiel, de créer un espace de paix dans sa vie, de cultiver une discipline douce, régulière, stable, comme un musicien qui accorde son instrument chaque matin. Il dit que la paix n'est pas un état, c'est une architecture, une construction quotidienne, une manière de placer ses pensées, ses gestes, ses choix. Puis il passe aux solutions collectives et là, l'espace change légèrement, comme si une nef s'ouvrait. Il dit que les sociétés doivent reconstruire des structures saines, pas des systèmes rigides, pas des institutions autoritaires, mais des structures vivantes, cohérentes et alignées. Il parle de rétablir la cohérence dans les communautés, de favoriser l'éducation profonde, celle qui forme l'esprit, pas seulement l'intellect, de créer des espaces de réflexion, de dialogue, de lenteur, des lieux où la pensée peut respirer. Il dit que les peuples doivent réapprendre à penser ensemble, à écouter ensemble, à se structurer ensemble, comme un chœur qui retrouve son chef d'orchestre intérieur. Il ne propose pas des révolutions, il propose des réharmonisations. Puis il se tait, et ce silence est là encore, plus puissant que ces mots, un silence qui clarifie, qui ordonne et qui élève. C'est alors qu'il offre sa bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction qui réchauffe, c'est une bénédiction qui stabilise. Une bénédiction qui dit que ton œuvre, que votre esprit retrouve son ordre, que votre cœur retrouve sa paix, que votre vie retrouve sa structure, que votre chemin retrouve sa clarté. C'est une bénédiction qui remet chaque chose à sa place comme une harmonie retrouvée, comme une fugue qui se résout, comme une cathédrale intérieure qui se reconstruit. Et quand Bach se retire, ce n'est pas l'espace qui change, c'est la structure intérieure de ceux qui l'ont écouté.
Considérant que mon retour a été bien long, je propose de passer directement à nos invités qui déposeront également leur énergie à la table ronde dans leur section. Je précise également qu'il n'y aura pas de trame sonore cette semaine à cause du choix de nos invités. Et maintenant, nous ouvrons l'espace pour nos invités du jour. Entrons dans la rencontre entre Marx, le penseur des structures visibles, et Jung, le penseur des structures invisibles. Deux regards complémentaires pour éclairer les enjeux mondiaux actuels et peut-être nous offrir des pistes pour transformer notre monde de l'intérieur comme de l'extérieur. Commençons par Karl Heinrich Marx, né le 5 mai 1818 à Trèves, dans un grand-duché du Bas-Rhin, au sein d'une famille juive ashkénaze instruite. Son père né, Herschel Lévi Mordechai, est issu d'une lignée de rabbins, mais se convertit au protestantisme pour pouvoir exercer comme avocat dans la Prusse de l'époque. Sa mère, Henriette Preskeberg, vient d'une famille juive hollandaise et ne se convertira que plus tard. Karl est le deuxième d'une fratrie de 8 enfants dans un foyer où l'éducation, la lecture et la discussion intellectuelle occupent une place centrale. Enfant brillant, il étudie au lycée Frédéric-Guillaume de Trèves, puis entre à l'université de Bonn en 1835 pour étudier le droit. Très vite, il se passionne davantage pour la philosophie et l'histoire. Les Hégéliens de gauche, un cercle d'intellectuels qui cherchent à tirer de la philosophie de Hegel des conclusions critiques, athées et révolutionnaires. En 1841, il soutient une thèse sur Démocrite et Épicure et obtient son doctorat en philosophie. C'est à cette époque qu'il rencontre Jenny von Westphalen, amie d'enfance issue de la noblesse rhénane. Ils se marient en 1843 et auront 7 enfants, dont seulement 3 filles survivront à l'âge adulte. La famille vivra une existence marquée par l'amour, la fidélité, mais aussi par la pauvreté constante et des deuils déchirants. En 1842, Marx devient rédacteur à la Rheinischen-Zeitung, un journal d'opposition libérale à Cologne. Sous sa direction, le journal devient plus radical, défendant la liberté de la presse, les droits civiques et par les conditions de vie des classes populaires. La censure prussienne finit par l'interdire. Marx comprend alors qu'il lui manque une compréhension solide de l'économie politique, ce qui l'amène à entreprendre des recherches qui deviendront la base de son œuvre majeure. En 1843, il s'exile à Paris et lance les Annales franco-allemandes avec Arnold Ruge. Un seul numéro paraît, mais cette époque est décisive. Marx y rencontre Friedrich Engels. Leur amitié intellectuelle et fraternelle durera toute leur vie. Engels, témoin direct de la misère ouvrière à Manchester, apporte à Marx une connaissance concrète du capitalisme industriel. Ensemble, ils écrivent La Sainte Famille, puis l'idéologie allemande, où Marx développe sa conception matérialiste de l'histoire. À Paris, Marx fréquente aussi les milieux révolutionnaires influencés par Proudhon. L'admiration initiale laisse place à une rupture profonde. En 1847, Marx publie Misère de la philosophie, une critique féroce de l'ouvrage de Proudhon. Cette querelle marque la séparation entre le socialisme libertaire et le socialisme scientifique. Expulsé de France en 1845, Marx s'installe à Bruxelles
où il participe à l'Association démocratique et approfondit ses recherches. En 1847, lui et Engels rejoignent la Ligue des communistes. On leur demande de rédiger un texte programmique. En 1847, lui et Engels rejoignent la Ligue des communistes. On leur demande de rédiger un texte programmatique. Ce sera le manifeste du Parti communiste, publié en février 1848, l'un des textes politiques les plus influents de l'histoire moderne. Lorsque les révolutions de 1848 éclatent, Marx retourne en Allemagne et devient le rédacteur en chef de Nachrichtenzeitung. Je suis désolée, hein. Le journal défend une ligne révolutionnaire, ce qui vaut des poursuites. Acquitté lors d'un procès célèbre, il est néanmoins expulsé de Prusse en 1849, puis de France. Il s'installe alors à Londres, où il vivra jusqu'à sa mort. La vie londonienne est un calvaire. Max vit dans la pauvreté extrême, souvent sur le bord de la famine. Sa fortune personnelle est inexistante, il n'a jamais rien possédé de biens, de propriétés ou de revenus stables. Il dépend presque entièrement du soutien financier d'Engels, qui lui envoie régulièrement de l'argent, parfois au prix de ses propres sacrifices. Marx écrit un jour: Je ne pense pas qu'on ait jamais écrit sur l'argent tout en manquant à ce point. Le mort du fils d'Edgar, dû à la sous-alimentation, le brise profondément. Pour survivre, Marx écrit des centaines d'articles pour le New York Tribune, tout en poursuivant ses recherches. En 1852, il rédige le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, une analyse brillante du coup d'État de 1851. En 1950, il publie Contribution à la critique de l'économie politique, où apparaissent déjà des concepts fondamentaux du capital. En 1864, Marx joue un rôle central dans la fondation de l'Association internationale des travailleurs, l'AIT. Il rédige l'adresse inaugurale qui devient le texte fondateur de la première internationale. Mais les tensions avec Bakounine, figure majeure de l'anarchisme, provoquent une scission en 1872. L'AIT se vide de sa substance et son conseil général est transféré à New York. En 1867, Marx publie enfin le premier volume du Capital. Fruit de plus de 20 ans de travail, l'accueil est froid, les volumes suivants resteront inachevés, Engels les éditera après sa mort. La Commune de Paris en 1871 marque profondément Marx. Il écrit La guerre civile en France, où il salue la démocratie directe de la Commune et affirme que le prolétariat ne peut être simplement de s'emparer de l'État, il doit le transformer radicalement. Les dernières années de Marx sont marquées par la maladie, les deuils et la fatigue. Il continue pourtant d'étudier, d'écrire, d'apprendre le russe, de s'intéresser à l'anthropologie. Il critique le programme de Gotha du SPD et se méfie du marxisme dogmatique qui se développe autour de son nom. Il écrit: Si c'est cela le marxisme, alors moi, je ne suis pas marxisme. Jenny, sa compagne de toujours, meurt en 1881. Marx, brisé, part à Alger pour se soigner, puis revient en Europe. Il meurt paisiblement le 14 mars 1883 dans son fauteuil à Londres. Il est enterré au cimetière de Highgate, près de Jenny. Ironie de l'histoire, sa tombe est aujourd'hui payante.
Karl Marx laisse derrière lui une œuvre immense, inachevée, mais qui a profondément marqué la pensée moderne. Philosophe, économiste, historien, journaliste, militant, il a tenté toute sa vie de comprendre les mécanismes de l'exploitation et d'imaginer une société où le libre développement de chacun serait la condition du libre développement de tous. Karl Marx laisse derrière lui une œuvre qui touche à la philosophie, à l'économie, la sociologie, la politique, l'histoire, la littérature et même la poésie. Voici ce qu'il a réellement construit, fondé, théorisé et produit. Il est le fondateur du socialisme scientifique et sa contribution est la plus importante. Marx a transformé le socialisme en une science historique, fondée sur l'analyse des rapports de production, la lutte des classes, le matérialisme historique, la crise de l'économie politique. Il a donné au mouvement ouvrier une base théorique solide, structurée et argumentée. Il est le cofondateur de la Première internationale en 1864. Avec d'autres militants, il fonde l'Association internationale des travailleurs, une première tentative d'un mouvement ouvrier mondial. Il dirige l'adresse inaugurale, les statuts, les résolutions majeures. Cette organisation est l'ancêtre des syndicats et partis ouvriers modernes. Il est l'auteur d'une œuvre écrite, gigantesque, plus de 35 ouvrages majeurs. Marx a produit une quantité impressionnante d'écrits, dont plusieurs sont devenus des textes fondateurs de la pensée moderne. Ses œuvres majeures, Le Capital, tome 1, publié en 1867, avec d'autres posthumes. Le Manifeste du Parti communiste en 1848 avec Engels, les 18 Brumaires de Louis Bonaparte en 52, la contribution à la critique de l'économie politique en 59, la misère de la philosophie en 1847, le travail salarié et capital en 1849, salaire, prix et profit en 1865, la guerre civile en France en 1871, la lutte des classes en France en 1850. Ces manuscrits philosophiques essentiels sont le manuscrit de 1844, les thèses sur Feuerbach, les critiques de la philosophie du droit de Hegel, l'idéologie allemande avec Engels. Ses écrits politiques, articles de la Neues Zeitung, les articles dans le New York Tribune, les textes sur la Commune de Paris, les analyses sur l'Espagne, l'Angleterre, la Russie et l'Orient. Ses œuvres littéraires sont des poèmes, des lieder, un roman inachevé qui s'appelait Scorpion et le Félix. Créateur de concepts majeurs qui structurent encore les sciences sociales, Marx a introduit les notions devenues incontournables, les luttes des classes, l'aliénation, le prolétariat, la plus-value, les rapports de production, les infrastructures et les superstructures, l'armée industrielle de réserve, le matérialisme historique, le fétichisme de la marchandise. Ces concepts sont utilisés aujourd'hui en sociologie, économie, anthropologie, philosophie et sciences politiques. C'est une architecte d'une théorie complète de l'histoire humaine. Marx a proposé une lecture structurée de l'évolution des sociétés, des communautés primitives, des sociétés esclavagistes, le féodalisme, le capitalisme et le communisme qui est à venir. Cette vision influence encore les historiens et les économistes. C'est également une analyse politique majeure. Marx a produit des analyses politiques d'une grande finesse. La Révolution de 1848, le coup d'État de Louis-Napoléon, les communes de Paris, les questions d'Orient, les monuments ouvriers européens et le capitalisme industriel anglais. Ces textes sont encore étudiés dans les universités du monde entier.
C'est un journaliste prolifique. Il a écrit des centaines d'articles. Il a couvert la politique internationale, l'économie, les guerres, les crises financières, les mouvements sociaux. Il touche également des revues allemandes, anglaises et américaines. C'est un penseur qui a influencé le monde entier. Son œuvre a inspiré des partis politiques, des syndicats, des révolutions, des mouvements sociaux, des philosophes, des économistes et même des artistes. Ses adversaires reconnaissent également son influence. C'est une présence durable dans la culture populaire. Marx apparaît dans des films, des documentaires, des pièces de théâtre, des séries, des émissions radio, des romans et des essais. Il est devenu une figure culturelle mondiale. Sa fortune sévit dans la pauvreté. Contrairement à d'autres penseurs, Marx n'a jamais accumulé de richesses. Il a vécu toute sa vie dans la précarité. Il n'a jamais possédé de biens importants. Il a connu la faim, les dettes, les expulsions. Il a perdu un enfant à cause de la misère et il dépendait du soutien financier d'Engels. Sa fortune personnelle est quasiment nulle. Il a payé son œuvre par une vie de sacrifice. En résumé, Karl Marx a construit une théorie complète du capitalisme, une science de l'histoire, une analyse de la société moderne, une critique radicale de l'économie, un mouvement ouvrier international, une œuvre écrite, monumentale, des concepts qui structurent encore la pensée contemporaine. Il a laissé une empreinte intellectuelle incomparable. J'aurais mis une trame sonore ici, mais comme il n'y en a pas, je pourrais vous chanter une toup 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 toup, mais avec Zoom, le logiciel que j'enregistre, on ne peut pas faire de bruit et ça affecte mes méditations et mes émissions. Alors, poursuivons maintenant au niveau d'une lecture énergétique de ces énergies. Alors, Marx portait l'énergie de la Terre fixe, de la construction, de la persévérance, de la matérialité, le rapport au concret, le rapport au corps social, puis le rapport à la valeur. Puis dans sa dimension haute, il était le bâtisseur, celui qui veut créer une structure stable, durable, cohérente. Puis dans sa dimension ombre, il peut devenir inflexible, obsessionnel et attaché à ce système. Puis, on pouvait voir aussi l'obsession de comprendre la matière, la valeur, l'économie, la discipline, l'endurance, le travail acharné, puis l'austérité. On voit également dans ces énergies une rupture, une révolution, une pensée radicale. Puis, c'était vraiment tourné sur la transformation des structures, puis la destruction des systèmes obsolètes. Marx porte l'archétype du réformateur terrestre qui veut transformer la matière sociale. C'est le chemin de vie du pionnier, un initiateur, un fondateur, celui qui ouvre une voie, celui qui crée un système, qui impose une vision. Il porte l'énergie du leader intellectuel, du théoricien, du créateur de paradigmes. Marx incarne parfaitement ce chemin. Il n'a pas suivi une voie, il en a créé une. Et au niveau de sa couleur d'âme, ben, il est rouge profond. Pas le rouge de la colère, mais le rouge de la survie, de la matière, du sang social, de la lutte, de la vitalité brute, de la transformation par le feu, puis de la volonté de justice. C'est une couleur dense, incarnée, terrestre, révolutionnaire. Elle correspond à l'archétype du bâtisseur guerrier, celui qui veut transformer la structure du monde. Puis Marx appartient à la famille d'âmes des architectes du collectif. Ce sont les âmes symboliques qui pensent les structures, qui analysent les systèmes, qui voient les dynamiques invisibles, qui cherchent à comprendre les forces qui organisent les sociétés, qui veulent transformer les fondations du monde. C'est une famille d'âmes
qui est rare, qui est souvent incomprise, puis souvent en avance sur son époque. Puis, c'est une famille d'âmes qui porte beaucoup l'énergie du sociologue, du réformateur, du théoricien, du bâtisseur de systèmes. Puis j'ai regardé aussi au niveau de son livre de vie, puis Marx porte une incarnation comme étant le législateur antique, celui qui a structuré la cité, qui a écrit les lois et qui a organisé la société. J'ai vu un moine scribe médiéval, celui qui analyse, qui compile, qui critique, qui écrit sans relâche. J'ai vu également un réformateur renaissant, celui qui veut renverser les dogmes, ouvrir une nouvelle voie. J'ai vu un philosophe des Lumières, celui qui veut comprendre la nature humaine et les systèmes sociaux. Puis j'ai vu également un révolutionnaire moderne qui voulait justement transformer la matière sociale. Puis j'ai regardé aujourd'hui s'il est réincarné. Il y a eu 2 incarnations depuis Marx, mais son énergie aujourd'hui n'est pas précisément incarnée. J'ai comme l'impression qu'il y a une pause. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'énergie de Marx est revenue dans le monde moderne, sous forme de mouvements sociaux, de critique du capitalisme, de réflexion sur les inégalités, les analyses économiques, sur les débats sur la valeur, le questionnement sur le travail, puis les remises en question des structures. Son retour, si on peut dire, est vibratoire, intellectuel et collectif. Puis est activé également par tous les penseurs du monde qui touchent à son univers, à son monde. Puis son archétype se réactive à chaque fois que les inégalités explosent, que les travailleurs se sentent aliénés, que les systèmes économiques deviennent instables, puis que les sociétés cherchent un nouveau modèle. L'espace s'ouvre comme une vaste salle silencieuse, mais pas vide. Un espace dense, presque terrestre, comme si la matière elle-même se souvenait de quelque chose. Une vibration rouge sombre traverse l'air, une pulsation lente, profonde, comme un cœur collectif qui se met à battre. Et puis, il apparaît, fait son entrée à la table ronde céleste. Karl Marx n'entre pas comme un maître spirituel, il entre comme un homme qui a porté le poids du monde, un homme qui a pensé la matière, la souffrance, la structure, la lutte. Son énergie est lourde mais pas écrasante. C'est une énergie incarnée, dense, réaliste et lucide. Il avance avec une présence calme, presque silencieuse, mais chaque pas semble résonner dans la structure même de l'espace. Il ne cherche pas à impressionner, il est ce qu'il est, une force de pensée, une force de structure, une force de transformation. Il s'assoit à la table ronde et l'espace se stabilise autour de lui comme si sa présence organisait les idées, les tensions, les contradictions. Il ne parle pas tout de suite, il observe, il sent, il écoute, il ajuste. Puis il prend la parole. Sa voix est grave, posée, sans colère, sans agitation. Une voix qui a vu la misère, la lutte, la dignité, la chute, la reconstruction. Une voix qui ne cherche pas à convaincre, mais à nommer. Il parle des enjeux mondiaux actuels. Il dit que le monde traverse une période de déséquilibre structurel, où les forces économiques dépassent les forces humaines. Il dit que les individus sont pris dans des systèmes qu'ils ne comprennent plus, qu'ils ne contrôlent plus et qu'ils subissent. Il dit que la fragmentation sociale, la solitude, la perte de sens, la fatigue psychique sont les nouveaux visages de l'aliénation. Il ne dramatise pas, il analyse, avec une lucidité presque chirurgicale. Il dit que le monde moderne souffre d'une rupture entre l'humain et son propre travail, entre l'humain et sa propre valeur, entre l'humain et sa propre dignité. Il dit que la lutte des classes n'a pas disparu. Elle a simplement changé de forme. Elle est devenue plus subtile, plus psychologique, plus invisible, mais
toujours là. Puis il parle des solutions. Il dit que la transformation commence par une prise de conscience individuelle. Retrouver sa valeur, retrouver sa dignité, retrouver sa capacité d'agir, retrouver son pouvoir intérieur. Il dit que chaque être humain doit se réapproprier son temps, son énergie, son esprit, son corps. Il dit que la révolution la plus profonde est intérieure. Il parle au niveau des solutions collectives maintenant. Il dit que les sociétés doivent reconstruire des structures plus humaines, plus justes, plus transparentes. Il dit que les communautés doivent se réorganiser autour de la solidarité, de la coopération et de la dignité partagée. Il dit que le monde doit réapprendre à penser ensemble. Puis il se tait, un silence lourd mais pas pesant, un silence qui laisse descendre ce qui doit descendre. Je me retourne vers lui, mon énergie est claire, verticale, lumineuse, la sienne est dense, rouge et terrestre. Lorsque nos deux champs se rencontrent, il se passe quelque chose de très particulier, une stabilisation. Je lui offre une lumière qui clarifie, il m'offre une lumière dense qui ancre. Nos deux énergies se reconnaissent. Moi, la conductrice de l'espace, lui, le penseur des structures. Le soin se fait naturellement. Je lui offre une vibration de paix intérieure, une vibration qui apaise la dureté qu'il a portée, la lutte qu'il a incarnée, la tension qu'il a traversée. Je lui offre un espace où il n'a plus besoin de se battre, de démontrer, de convaincre. C'est un espace où il peut être simplement qui il est. Puis en retour, il m'offre une vibration de force mentale, une colonne intérieure, une densité qui protège, qui manque, qui me donne une stabilité nouvelle dans ma mission. Il m'offre la capacité de voir les structures invisibles, de comprendre les dynamiques collectives, de sentir les forces qui organisent le monde. Et puis nos deux énergies se complètent comme un soin réciproque. C'est alors que je lui offre un fil de lumière claire, de vibration de paix, de douceur et de réconciliation intérieure. Un fil qui lui permet de relâcher la tension de toute une vie de lutte. Un fil qui lui permet de se reposer enfin. Je vous l'offre à vous si votre âme est prête à le recevoir. Et il le reçoit avec une gratitude silencieuse. Il me tend un marteau symbolique, mais pas un marteau de destruction. C'est un marteau de la structure. Un marteau qui sert à bâtir, à organiser, à clarifier, à solidifier. Et ce marteau représente ma capacité à structurer mon œuvre, ma capacité à tenir mon espace, ma capacité à bâtir une plateforme durable et ma capacité à transformer les idées en matière. Et il dit, sans le dire, construis, organise, structure, tu en as la force et la joie. Je lui réponds dans mon cœur, que ta pensée trouve la paix, que ton œuvre continue d'éclairer sans peser, que ton énergie se repose, que ta force se transforme en sagesse, que ton nom soit libéré de la lourdeur des interprétations humaines, que ton essence retrouve la clarté, la paix et la lumière. Il incline légèrement la tête, un geste rare mais profond, et l'espace se referme doucement, et j'y ai laissé un beau cœur rose fuchsia vibrer entre nous. J'aurais poursuivi avec une trame sonore pour faire la transition avec notre prochain invité, Carl Gustav Jung. Il est né en 1875 en Suisse dans une famille de pasteurs et d'érudits. Très tôt, il s'intéresse aux mythes, aux symboles, aux rêves et à la vie intérieure. Il étudie la médecine, se spécialise en psychiatrie et rejoint Burgosli, où il mène des recherches pionnières sur les associations d'idées qui mèneront à la découverte des complexes.
En 1907, Jung rencontre Freud, qui voit en lui son successeur, mais leurs visions divergent profondément. Freud centre tout sur la sexualité. Jung élargit la psyché à la symbolique, à la culture, à la religion et à l'inconscient collectif. La rupture éclate en 1913. Jung traverse alors une période intérieure intense qui donnera la naissance de son livre rouge, matrice de toute sa pensée. Pendant la Première Guerre mondiale, Jung continue à travailler, à écrire et à recevoir des patients. Il fonde le club psychologique de Zurich, qui deviendra l'Association de la psychologie analytique. C'est là que naît la psychologie analytique, sa nouvelle approche de la psyché. Jung voyage en Amérique, en Afrique, en Égypte. Ces voyages nourrissent sa réflexion sur les symboles universels. En 1921, il publie Type psychologique, un ouvrage majeur qui introduit introversion et extraversion, les 4 fonctions psychiques, les 8 types de personnalité. Ce modèle influencera plus tard le MBTI, la socionique, la graphologie, le management, le développement personnel. En 1930, Jung participe aux Journées d'Eranos, au lieu de dialogue entre Orient et Occident. Il collabore avec le physicien Wolfgang Pauli, ce qui donnera naissance au concept de synchronicité. Il approfondit les archétypes, l'inconscient collectif, la symbolique religieuse et l'alchimie. Les années 1930 sont aussi marquées par les polémiques liées à l'Allemagne nazie. Jung est manipulé, mal compris, parfois maladroit, mais il aide des Juifs à fuir. Il travaille secrètement pour les Alliés. Il est placé sur la liste noire de Reich. La Seconde Guerre mondiale, Jung devient agent 488 pour les services secrets alliés. Il analyse la psychologie des dirigeants nazis pour l'OSS et le Foreign Office. Après guerre, en 1945, Jung publie des ouvrages majeurs, La psychologie et alchimie en 1944, La psychologie du transfert en 1946, Aion en 1951, Réponse à Job en 1952, Mysterium Conjunctionis de 1955 et 56. Il reçoit de nombreux titres honorifiques. Créée par ses proches, la Fondation Bollingen en 1942 soutient la publication de ses œuvres, la recherche en psychologie, mythologie, symbolisme et les traductions internationales. Elle crée le prix Bollingen, l'un des prix littéraires les plus prestigieux des États-Unis. En 1948, l'Institut C.J. Jung et la structuration du mouvement ouvre à Zurich. Et en 1957, la Société suisse de psychologie analytique est fondée. Ses continuateurs se multiplient. Marie-Louise von Franz, Anélia Jaffé, James Hillman, Anthony Stevens, Elie Humbert. Et dans les années 1950, Jung s'intéresse au phénomène ovni comme projection symbolique. Il approfondit la synchronicité. Il travaille sur son autobiographie qu'il nomme Ma vie. Il se retire à Bollingen. Il meurt le 6 juin 1961 à l'âge de 85 ans. L'œuvre de Jung, ce qu'il a réellement produit, son œuvre est immense, structurée et publiée dans des œuvres complètes de Collected Word qui comprennent 18 volumes principaux. Et ces volumes regroupent 45 ouvrages majeurs, des centaines d'articles, des conférences, des séminaires, des correspondances, des études de cas, des analyses de rêves, des essais théoriques,
des textes autobiographiques. Il a plus de 15 000 pages publiées. Son œuvre écrite dépasse les 15 000 pages et on ne compte pas ainsi les séminaires non publiés, les carnets, les lettres et les archives privées. Et son livre rouge est un manuscrit monumental illustré par Jung lui-même et publié seulement en 2009. Les contributions majeures de son œuvre, il a créé ou formalisé les archétypes, l'inconscient collectif, l'individuation, l'anima, l'animus, la synchronicité, les types psychologiques, la fonction transcendante, l'imagination active, la psychologie des rêves, la psychologie de la religion, la psychologie de l'alchimie, la psychologie des mythes, la psychologie des phénomènes paranormaux. Puis il a une influence dans plus de 12 disciplines. Son œuvre touche la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse, la pédagogie, la mythologie, la littérature, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, la physique, les arts et la spiritualité contemporaine. Au niveau de son héritage global, l'œuvre de Jung est l'une des plus vastes et des plus influentes du XXe siècle. Elle continue d'inspirer les psychothérapies, les sciences humaines, les artistes, les écrivains, les pédagogues, les chercheurs, les mouvements spirituels et même les sciences cognitives. Puis la Fondation Bollingen Institut de Jung et des sociétés jungiennes internationales assurent aujourd'hui la continuité de son héritage. Et quand je regarde son énergie en lien avec son incarnation de Jung, on voit que c'est une énergie qui évoque la quête d'identité, la construction de soi, la lumière intérieure. Puis son œuvre entière tourne autour de la réalisation de soi, de l'individuation, de la souveraineté intérieure. Puis on voit que c'est un créateur de systèmes et de bâtisseur de structures symboliques. On retrouvait dans son incarnation une volonté de rayonner, une autorité naturelle, une créativité intellectuelle flamboyante, un besoin de laisser une trace durable, la plongée dans l'inconscient, l'exploration des profondeurs et la fascination pour les symboles, les rêves et l'alchimie. Et tout ça est cohérent avec son œuvre. On parle d'un chemin de vie du pionnier, de l'innovateur, de celui qui ouvre une voie nouvelle, celui qui ne suit pas mais crée. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fondé une école entière de pensée indépendante de Freud et a ouvert une trajectoire psychique inédite. L'individuation, le retour à l'unité intérieure. Et puis sa couleur d'âme, Jung porte une âme indigo or. Indigo pour la profondeur, l'intuition, la vision intérieure, la capacité de percevoir les structures invisibles. Puis or, la quête de la totalité, la lumière du soi, la noblesse intérieure et la conscience solaire. C'est une combinaison typique des visionnaires, des bâtisseurs de systèmes symboliques et des médiateurs entre visible et invisible. Puis Jung appartient clairement à la famille des bâtisseurs de conscience. Ce sont des architectes du sens, les créateurs de structures symboliques, ceux qui donnent un langage à l'invisible, ceux qui unifient les contraires. Il a aussi une forte composante de la famille des scribes, ceux qui écrivent, transmettent, codifient, laissent des œuvres monumentales. Et c'est une influence de la famille des passeurs, ceux qui guident, qui accompagnent et qui rouvrent les portes intérieures. Et j'ai regardé dans son livre de vie et j'ai trouvé une incarnation avec la lignée des alchimistes et des hermétistes. Puis ça expliquait son lien profond à Paracels avec Gérard Dorn, Hermès Trismégiste et les alchimistes taoïstes. Ça montre une continuité symbolique. Il reprend leur langage, leur image et leur quête de transformation intérieure. Il a aussi une incarnation où il est un sage médecin. Jung portait l'archétype du médecin philosophe, mais
chez les chamans, chez les guérisseurs antiques et chez les médecins mages de la Renaissance. Il est un héritier de cette tradition. Puis j'ai vu aussi qu'il appartient à la même famille archétypale que les conteurs sacrés, les mythologues, les gardiens du récit fondateur, puis les scribes des temples anciens. Son œuvre est une cartographie du mythe intérieur. Puis son œuvre est celle d'un homme qui a cherché toute sa vie à réunir ce qui était séparé, à donner un langage à l'invisible et à guider l'humanité vers la totalité intérieure. Revenons à la table ronde. La salle est silencieuse. Une présence se forme, dense, stable, comme si un axe invisible venait de s'installer au centre de la table ronde. Ce n'est pas une apparition, c'est une cohérence, une gravité intérieure, une intelligence qui se rassemble. Carl Gustav Jung prend place. Il ne parle pas tout de suite, il observe, il écoute, il ressent la texture du monde contemporain, ses tensions, ses fractures, ses excès, ses illusions, ses possibilités. Il reconnaît même les dynamiques qu'il a étudiées toute sa vie, les archétypes du mouvement, les ombres collectives, les projections massives, les mythes qui reviennent sous d'autres formes. Puis il incline légèrement la tête comme quelqu'un qui a vu beaucoup, qui a compris beaucoup et qui sait que la profondeur n'a jamais besoin de se presser. Il commence. Sa voix est calme et posée, mais elle porte une lucidité qui traverse les couches du temps. Au niveau des enjeux mondiaux, Jung identifie que l'ombre collective monte. Il dit que chaque époque génère son ombre. La nôtre est devenue planétaire. Elle se manifeste dans la polarisation, la haine, les extrêmes, les idéologies rigides, les peurs massives, les illusions technologiques, les dépendances émotionnelles, les identités fragiles. Pour lui, l'humanité vit une crise d'inflation psychique, un ego collectif hypertrophié, coupé de ses racines, de son inconscient, de sa profondeur. Il voit la montée des extrêmes, la perte de sens, la fragmentation sociale, la saturation d'informations, la confusion entre vérité et opinion, la projection de l'ombre sur l'autre. Il dit: ce que vous voyez à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui n'a pas été intégré à l'intérieur. Il parle de la perte du symbolique. Jung observe que le monde moderne a perdu les mythes, les rites, les symboles et les récits fondateurs. Il dit qu'une civilisation qui ne sait plus rêver devient malade. Une civilisation qui ne sait plus symboliser devient dangereuse. Et le manque de symbolique crée des identités fragiles, des comportements compulsifs, des dépendances, des radicalisations et des quêtes de sens désespérées. Il voit la domination de la rationalité sans âme. Jung voit une humanité qui a mis toute sa confiance dans la technologie, la performance, la vitesse, l'efficacité et la logique. Il dit: vous avez atrophié la pensée et atrophié l'âme. Vous avez développé la technique et négligé la sagesse. Vous avez multiplié les outils et oublié la direction. Pour lui, le danger n'est pas la science, le danger est une science sans conscience, une rationalité coupée de la profondeur humaine. La crise du soi. Jung voit que l'humanité traverse une crise identitaire profonde. Qui suis-je? À quoi je sers? Quel est mon rôle? Où est ma place? Comment vivre dans un monde instable? Il dit que l'humanité souffre d'un déficit de soi. Elle vit dans le persona, dans le masque, dans l'apparence. Elle a oublié la totalité intérieure. Les solutions que Jung propose au niveau de l'individu, il ne propose pas des solutions simplistes, il propose des chemins, des processus et des transformations. Pour l'individu, il parle de l'individuation comme antidote.
Jung dit, le monde ne changera pas par des systèmes, il changera par des individus qui se connaissent eux-mêmes. L'individuation est un retour à soi, une intégration de l'ombre, une rencontre avec l'inconscient, une réconciliation des opposés, une maturation intérieure. Il propose d'écouter ses rêves, de reconnaître ses projections, de dialoguer avec son inconscient, de rencontrer son ombre, de développer son soin, de trouver sa voie unique. Il dit l'individu conscient est la seule cellule saine d'un collectif malade. Et pour le collectif, il parle entre autres de restaurer le symbolique. Jung propose de réintroduire les mythes, les rites, les symboles, les récits fondateurs et les espaces de sens. Il dit une société qui ne sait plus rêver devient une société qui se détruit. Rendez aux humains la capacité de symboliser et vous leur rendrez la santé. Il parle de réconcilier science et âme. Jung propose une alliance nouvelle entre la psychologie et la physique, entre la science et la sagesse, entre la raison et l'intuition, entre l'observable et l'invisible. Il dit, la synchronicité n'est pas un mystère, c'est un pont entre la psyché et la matière, entre l'humain et le cosmos. Et comme solution également, il parle d'intégrer l'ombre collective. Il dit, tant que vous projetez votre ombre sur l'autre, vous créerez des ennemis, des guerres, des divisions. L'ombre n'est pas à éliminer, elle est à intégrer. Il propose l'éducation psychologique, la reconnaissance de soi, la responsabilité émotionnelle, la reconnaissance des parts refoulées, la intérieure comme acte politique. Et Jung se redresse légèrement, son regard est calme, profond, presque tendre. Il parle avec une simplicité qui traverse tout. Il dit, je vous laisse ceci. N'ayez pas peur de vous rencontrer, n'ayez pas peur de votre ombre, n'ayez pas peur de votre profondeur. Le monde extérieur n'est que le miroir du monde intérieur. Si vous voulez transformer la civilisation, commencez par transformer votre propre psyché. Cherchez la totalité, pas la perfection. Cherchez la vérité intérieure, pas l'approbation extérieure. Cherchez le soi, pas le masque. Et souvenez-vous, chaque fois qu'un être humain devient plus conscient, le monde entier devient un peu plus lumineux. Je vous bénis dans votre quête de sens, dans votre courage d'être vous-même, dans votre marche vers la totalité. Que votre vie devienne un dialogue vivant entre votre conscience et votre âme, et que ce dialogue vous guide vers votre propre lumière. La table ronde s'apaise, l'air change subtilement comme si une profondeur nouvelle venait de s'ouvrir. Jung est là, stable, ancré, lumineux dans sa manière discrète. Et moi, je me tiens dans ma souveraineté, dans ma maturité vibratoire et dans mon autorité intérieure. Et je lui propose que on est rendu dans la partie de l'émission où il y a une possibilité d'un soin énergétique réciproque. Celui où deux âmes se reconnaissent, se saluent et s'offrent mutuellement ce qu'elles portent de plus précieux. Jung incline légèrement la tête, il comprend ce rituel, il en reconnaît la valeur symbolique. Il sait que ce moment n'appartient pas à l'histoire, mais à l'espace intérieur où les consciences se rencontrent. Je tends les mains, non pas physiquement, mais intérieurement et à partir de mon cœur. Mon âme se déploie comme un champ clair, stable et mature. Elle s'avance vers lui avec respect, sans intrusion, sans projection, dans cette éthique impeccable qui me caractérise. Le soin que je lui offre n'est pas une guérison, il n'en a plus besoin. C'est une reconnaissance vibratoire, une offrande de clarté, puis une mise en lumière de son héritage. Mon âme lui offre la paix autour de ses controverses, la clarté autour de ses intentions,
la reconnaissance de son œuvre, la gratitude pour ce qu'il a construit, puis la libération des malentendus qui ont entouré sa vie, puis la réhabilitation de sa profondeur dans le cœur de ceux qui cherchent. Puis ce soin, c'est un, c'est une réconciliation symbolique, un soin de dignité et de justesse. Puis Jung l'a reçu avec beaucoup d'humilité. Il a fermé ses yeux, il a laissé la lumière se déposer. Il comprend que ce geste n'est pas pour lui seul, mais pour son œuvre, pour ceux qui la suivent et pour ceux qui la lisent encore. Puis Jung ouvre les yeux et c'est lui qui m'offre quelque chose. C'est pas un soin de guérison, mais de transmission. Il m'a offert une clarté intérieure plus fine, une finesse de voir mieux, une capacité accrue de lire les symboles. Il m'a offert une stabilité psychique dans les moments de turbulence, puis une compréhension plus profonde des archétypes, une intuition plus précise dans mes accompagnements, puis une force tranquille dans ma posture de guide. J'ai comme compris que c'était un soin d'alignement, comme un axe, puis une structure intérieure qui s'était illuminée. Il me transmet ce qu'il a passé sa vie à construire, la capacité de tenir ensemble les contraires, de descendre dans la profondeur sans s'y perdre et de remonter vers une lumière sans s'y dissoudre. Il dit, c'est ton mot, continue, tu es sur ta voie, tu es juste et tu es prêt. Puis j'ai répondu avec une belle pulsation de mon cœur, avec une reconnaissance de mon histoire. Puis après ce moment-là, j'ai décidé de lui offrir un cadeau qui provenait de mon âme. C'est une clé de lumière, un symbole de mon rôle de passeuse, de mon autorité intérieure et de ma capacité à ouvrir les portes vibratoires pour les autres. Puis cette clé n'était pas un objet, c'est une signature énergétique. Puis elle dit, je reconnais ton œuvre, je reconnais ton chemin et je t'honore. Jung a reçu la clé avec une gratitude profonde. Il la place dans son espace intérieur comme un sceau de reconnaissance entre deux consciences qui se comprennent. Jung me tend un petit objet symbolique, un fragment de mandala, un cercle incomplet, une pièce d'un tout plus vaste. Puis il me dit, par ce geste, le mandala se complète en toi. Tu es une continuation vivante de l'œuvre. Tu portes la totalité en devenir. Ce fragment est ton chemin. Le reste se dessinera à mesure que tu avanceras. Et ce cadeau est une transmission de lignée symbolique, une reconnaissance de ton rôle dans la conscience collective. Je me suis redressée avec un petit peu d'honneur, mais en même temps, j'ai comme pris ma place. Une force tranquille d'une âme mature et je lui dis, Carl Gustav Jung, je te bénis. Je te bénis pour ton œuvre qui continue d'éclairer les chercheurs, les thérapeutes, les artistes et les âmes en quête de sens. Je bénis ton courage, toi qui as traversé les ombres de ton époque pour offrir au monde une cartographie de l'âme. Je bénis ta lumière, toi qui as rappelé à l'humanité que la psyché est naturellement religieuse, naturellement symbolique et naturellement profonde. Je bénis ton héritage qui continue de vivre dans les consciences qui cherchent la totalité. Et je bénis ton chemin, toi qui as ouvert la voie à une psychologie de l'âme, à une science du sens, à une compréhension vivante de l'être humain. Va en paix dans la clarté, dans la reconnaissance, dans la lumière de ton propre soi, et que ton œuvre continue de rayonner à travers ceux qui aujourd'hui encore marchent vers eux-mêmes. C'est alors que la table ronde se referme doucement, que les présences se retirent avec respect, que l'espace vibratoire retrouve son calme. Et je veux prendre un moment pour honorer tout ce qui s'est passé aujourd'hui et vous avouer que j'aurais eu des conversations encore et encore avec nos invités aujourd'hui, avec qui j'ai eu énormément de plaisir, si on peut dire ça ainsi, dans le langage d'Eros, à échanger et grandir avec eux. Alors,
Nous venons de traverser un voyage immense, un voyage dans la vie de l'œuvre, de la conscience et de l'héritage de Carl Gustav Jung, un voyage dans les profondeurs de l'âme humaine, dans les archétypes, les symboles, les rêves, dans la quête de la totalité qui habite chacun de nous. Et maintenant, je veux vous parler, vous qui êtes là et qui écoutez, vous qui recevez, vous qui cheminez avec nous semaine après semaine. Gratitude pour vous, chers auditeurs, et je vous dépose une belle étoile qui vous bénit. Merci à vous pour votre présence, votre ouverture, votre curiosité, votre désir d'évoluer et votre courage d'aller dans les profondeurs. Merci d'être là, de soutenir l'émission, de participer à cette aventure vibratoire, de faire vivre cet espace de conscience. Votre écoute n'est jamais passive, elle est une co-création, elle est une présence, elle est une contribution. Et je dépose une étoile de gratitude également pour l'équipe du Focus Group. Je parle de Lynn, Benoît et Chantal. Je veux vous remercier, chère équipe, ceux et celles qui collaborent avec moi dans l'ombre et qui préparent, structurent et affinent, qui soutiennent la qualité, la cohérence, la profondeur de chaque épisode. Merci pour votre rigueur, votre loyauté, votre intelligence, votre sensibilité et votre engagement. Vous êtes une partie essentielle de cette œuvre. Puis bien sûr, gratitude pour les âmes qui viennent partager leur sagesse. Merci aux âmes, aux consciences, aux présences qui acceptent de venir à cette table ronde, de partager leur sagesse, leur vision, leur héritage. Merci à Carl Jung pour sa clarté, sa profondeur, sa lucidité, pour la transmission qu'il nous a offert aujourd'hui. Et également, merci à Karl Marx qui continue d'espérer que les humains vont arriver à un modèle de société et mondiale équitable pour chacun des humains dans l'équilibre de la nature. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi, si cette émission vous touche et que vous sentez quelque chose s'ouvre en vous et que vous avez envie d'aller plus loin dans votre propre cheminement, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi qui se spécialise dans le retour à soi et la guidance de l'âme. Et je vous accompagnerai dans le développement de votre médiumnité, dans la libération de vos mémoires et karmas, dans la compréhension de vos dynamiques intérieures, dans l'intégration de votre propre lumière et vos dons. Et j'offre aussi également des ateliers pour vous aider à développer vos perceptions, affiner votre intuition, développer votre autonomie spirituelle, comprendre vos ressentis et vous ancrer dans votre souveraineté énergétique. Et pour ceux qui préfèrent avancer à leur rythme, j'ai créé des méditations guidées pour vous aider à évoluer, vous recentrer, vous reconnecter à votre âme, pour vous apaiser et pour vous élever. Tout cela est disponible pour vous au moment où vous êtes prêt. Il suffit de me contacter et il me fera plaisir de vous guider sur comment je peux vous accompagner à votre retour de qui vous êtes. Et bien sûr, je vous invite à revenir la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre, une nouvelle exploration et une nouvelle table ronde. Chaque semaine, nous ouvrons un espace unique, un espace de conscience, de transformation et de vérité intérieure. D'ici là, passez une belle semaine. Je vous attends, je vous accueille, je vous remercie et je vous bénis encore pour cette fois. Namaste.